Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Comme vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de livres. J'ai lu des centaines et des centaines de livres dans ma vie, et il y en a pas mal d'entre eux qui étaient des livres pour me développer personnellement sur plusieurs axes, parce que j'ai toujours une mentalité de progression. J'ai envie de m'améliorer sur la gestion de mon temps, de ma productivité, de mes finances, de mon physique. C'est voilà, toujours avoir cette mentalité de croissance et la cultiver, notamment à travers des lectures. Il y a toute une période où je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres très implémentables avec des choses à faire, vraiment des livres de dev perso. Et de ces livres-là, j'en ai tiré 6 qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie parce qu'ils ont changé la mienne. J'ai pas envie de te noyer sous les références. Pour moi, ça sert à rien de lire des milliers de livres. Ça sert vraiment à rien d'en lire autant que ce que j'ai lu. Il y a beaucoup de doublons, il y a beaucoup de trucs qui se retrouvent de livre en livre. Et moi, mon but, c'est vraiment d'avoir un cadre global du dev perso pour pouvoir m'en émanciper et pouvoir faire ce que je veux de ces règles-là et pas avoir à lire des livres de dev perso à l'infini. Parce que passer son temps à lire des livres de dev perso, ça veut dire qu'on se développe pas forcément au bout d'un moment si on commence à tourner en boucle, en tout cas sur les mêmes idées. Donc c'est pour ça que j'aime bien créer des gros frameworks par rapport à ce que j'ai lu et avoir des grandes leçons pour pouvoir justement ne pas tout le temps être dans la théorie et pouvoir être dans la pratique. Ces 6 livres, ils vont consister en ça, c'est-à-dire te donner plusieurs leçons et plusieurs choses à appliquer sur différents domaines. Donc c'est assez transversal. On a de la productivité, on a des finances, on a de l'organisation, enfin on a pas mal de choses différentes dans cette vidéo. C'est pour ça que je les ai choisis et j'ai essayé de choisir des livres pas très connus pour pas que ce soit un énième top de livres de dev perso que tu as vu partout. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier livre s'appelle Make Time. C'est un livre qui a trait à la productivité et à l'organisation, donc comment bien s'organiser et surtout comment enlever les distractions de sa vie pour mieux diriger son attention. C'est d'ailleurs la leçon principale de ce livre, c'est que le vrai luxe, c'est pas le temps que tu as dans ta journée, c'est pas à quel point tu as des heures disponibles dans ton calendrier. Le plus important, c'est l'attention. Le plus important, encore une fois, c'est à quel point tu vas être attentif pendant ces heures de disponible et donc intentionnel. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il a été écrit par 2 anciens gars qui travaillaient chez Google. Donc c'est vraiment des gars qui ont vu le truc de l'intérieur. Ils ont vu comment les entreprises, elles se battent pour ton attention et donc ils t'apprennent grâce à ce livre à reprendre le contrôle. Leur constat, il est simple. La plupart des gens, ils manquent pas de temps, ils n'ont pas un manque de temps dans leur calendrier, ils subissent leur temps. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un trou dans leur calendrier, ils le subissent. Parce qu'ils font pas quelque chose de vraiment intéressant de leur vie. Ils sont tout le temps pris par les distractions, des distractions vraiment médiocres, des tâches sans importance, et c'est tout ça qu'ils expliquent dans le livre. Tu me pardonneras, sur cette vidéo, je regarde un peu plus mon ordi parce que j'ai pris des notes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir te donner des conseils que tu vas pouvoir implémenter et ne pas te parler des livres de mémoire. Moi, je sais que c'est des livres qui ont changé ma vie, c'est des livres que j'applique maintenant inconsciemment dans ma vie et qui font partie de moi, mais j'ai dû avoir quelques notes pour pouvoir te donner les leçons et les points clés de, des livres. Donc, je regarderai un peu plus mon écran que d'habitude. Donc, on est tous, aujourd'hui, en manque d'attention. Pas en manque d'attention des autres, mais en manque d'attention. On n'est pas assez attentif par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à la vraie vie et par rapport à la tâche qu'on a en face de nous. Notre esprit, il saute la plupart du temps d'une notification à l'autre, d'un mail à une tâche sans importance. Et donc, dans ce livre-là, ils ont une approche assez radicale par rapport à ça. C'est que chaque matin, tu vas choisir une seule chose. Et cette chose-là, ils appellent ça le highlight de la journée. Donc, le highlight, en français, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est vraiment la chose importante, quoi, la chose vraiment importante. Et cette chose, si tu la réalises, ça fera que ta journée, elle sera réussie. Donc, c'est pas la chose la plus urgente, c'est pas la chose la plus rentable, c'est vraiment faire la chose qui a le plus de sens pour toi. T'es pas obligé de toujours penser par le prisme de la productivité et encore une fois de la rentabilité. Tu dois plutôt penser par le prisme de qu'est-ce qui va t'apporter le plus de joie si tu le réalises et que tu as fait cette chose-là à la fin de la journée. Parce qu'en fait, la vraie productivité, c'est pas en faire plus, c'est vraiment en faire mieux. Et si tout est prioritaire dans ta journée, si en fait tu mets tout au même niveau, bah, t'as rien vraiment prioritaire. Il y a aucune tâche
sur laquelle tu vas vraiment te concentrer et que tu vas vraiment faire avec brio. Donc, la chose importante, c'est que chaque matin, tu décides et tu te poses la question, qu'est-ce qui ferait que cette journée vaille la peine d'être vécue? Puis, tu vas structurer toute ton énergie autour de ça. Tout le reste, à partir de là, ça devient secondaire. Donc, l'idée à creuser par rapport à ce livre, c'est que tu ne contrôles pas ton emploi du temps, mais tu peux choisir où va ton attention. Par exemple, si t'es en... c'est le week-end, on est dimanche après-midi, tu as des enfants, tu veux passer un bon moment avec tes enfants, parce que c'est ce qui donnerait du sens à ta journée, bah, le highlight de ta journée, ça peut être faire de la pâtisserie avec tes enfants, préparer un gâteau avec tes enfants. Tu vois, c'est pas le truc le plus productif, c'est pas le truc le plus rentable, encore une fois, mais c'est vraiment quelque chose qui, dans le contexte de ton dimanche après-midi, va apporter du sens à ta vie. T'es pas obligé de tout voir par le prisme du boulot, et ça va vraiment faire qu'à la fin de la journée, tu seras content de toi. Tu n'auras pas eu l'impression de passer de tâche en tâche. Tu n'auras pas eu l'impression d'avoir fait plein de trucs, mais rien, en fait, parce que on est beaucoup à faire ça. On a des to-do list longues comme le bras, on coche les cases de la to-do une par une, et en fait, à la fin de la journée, on se dit, ouais, j'ai fait beaucoup de trucs, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait? C'est quoi le truc vraiment important que j'ai fait? Donc ça peut être, voilà, cuisiner, ça peut être tourner ta vidéo pour YouTube, ça peut être aller au cinéma avec tes potes, enfin ça peut être voilà, ça peut être plein de trucs, mais chaque jour, par exemple si tu fais du journaling, tu peux rajouter une ligne à ton journal, highlight du jour, et tu regardes à la fin de la journée si le highlight est coché. Il y a plein de concepts que j'aime bien dans ce livre. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de principes de productivité, principes pour réduire son temps d'écran, pour ne pas se laisser happer par ses notifications, ne pas se laisser happer par les réseaux sociaux. Et en fait, tu as 2 axes. Tu as l'axe productivité, c'est-à-dire actif, c'est-à-dire activement comment tu choisis les choses intéressantes et tes highlights. Mais il y a aussi l'axe éviter les distractions. Donc tu as ces 2 axes-là, et c'est en évitant les distractions en premier lieu, et après, une fois que tu as évité les distractions, en dirigeant bien ton attention, que tu vas finir par passer des journées qui font sens pour toi, qui ont du sens pour toi, et qui te rendent heureux. Donc je te conseille vraiment ce livre, Make Time. On en parle rarement quand on parle de productivité, mais voilà, il y a pas mal de concepts que j'aime bien. Il y a aussi le concept de la My-Do List que j'aime bien dans ce livre. Je te laisserai le découvrir par toi-même, et tu m'en diras des nouvelles. Le deuxième livre, il s'appelle Essentialism de Greg McKeown. C'est un livre exceptionnel. Je pense que c'est un de mes livres préférés sur le dev perso de manière générale, parce que en fait j'ai un état d'esprit assez minimaliste, et Essentialism, c'est le minimalisme mais appliqué à la pensée. En fait, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup se dire, et c'est la leçon principale du livre, que tout ne compte pas. Toutes les demandes de tout le monde en même temps ne comptent pas et n'ont pas à avoir le même niveau de priorité dans ton esprit. Si tu veux avoir de l'impact, si tu veux avoir une vie intentionnelle, si tu veux faire des choses qui ont du sens pour toi, il faut dire non. Il faut renoncer à énormément de choses. Il faut renoncer à plus de choses que ton acceptes. Ce livre, il t'apprend à faire moins mais mieux. Donc c'est vraiment un livre vraiment très minimaliste, mais c'est pas du minimalisme matériel. C'est vraiment le minimalisme par la pensée. C'est vraiment savoir à quoi tu dis oui et à quoi tu dis non. Dans notre société, on glorifie toujours le fait de faire plus. On est content et on flex quand on a plus de projets, plus d'opportunités, plus d'activités, plus de choses à faire. Vraiment, on aime bien quand on est occupé. On aime bien avoir l'air occupé. On aime bien avoir un emploi du temps ultra rempli. Mais à force de tout accepter, tu perds le contrôle. Tu deviens juste occupé, et en fait, t'es pas vraiment efficace. Et c'est un livre qui est pas mal en complément du premier, parce que c'est vraiment un livre qui t'apprend à dire non. L'essentialiste, le mec qui applique l'essentialisme dans sa vie, il va pas chercher à tout faire. Il va vraiment se demander quelle est la seule chose que je peux faire et qui aura le plus d'impact par rapport à mon projet. Et tout le reste, il va l'éliminer. Il faut vraiment que tu exerces ta capacité à dire non. C'est extrêmement dur de dire non. C'est extrêmement dur de refuser un projet, notamment au travail. Par exemple, un supérieur qui nous a déjà demandé de faire plein de trucs et qui nous demande de faire un truc de plus, c'est très dur de dire non. Mais, et ça aussi, Greg McKeown en parle dans son livre,
Ça s'apprend à dire non, mais à se faire respecter. Parce que il est conscient que c'est pas bien vu en société de dire non. Mais grâce à ce livre, tu peux apprendre à dire non de manière plus polie, on va dire, pour que ça passe mieux. Garde en tête que ce que tu vas refuser, ça va déterminer ta liberté. À chaque fois que tu vas dire oui à quelque chose, il y aura des coûts cachés. Et à chaque fois que tu vas dire non à quelque chose, tu vas t'offrir potentiellement d'autres opportunités. Te dis pas que le non, c'est refuser des opportunités. Le non, c'est vraiment mettre la priorité sur des choses potentiellement plus importantes. Mais encore faut-il, en amont, te demander ce qui est vraiment important pour toi. Et ça, tu apprends à le faire grâce à ce livre. La réussite, elle vient pas de ce que tu ajoutes, elle vient par rapport à ce que tu oses enlever. Troisième livre, c'est un livre sur nos motivations profondes, il s'appelle Drive, ou La vérité sur ce qui nous motive en français. La leçon principale de ce livre, c'est que la motivation, elle se trouve pas dans la récompense, mais dans le sens. Daniel Pink, la personne qui a écrit ce livre, il s'appuie sur des décennies de recherche en psychologie pour démonter un mythe, c'est que les gens, ils sont pas motivés par l'argent ou par la peur, par exemple. Ces leviers, ils fonctionnent à court terme. C'est ce qu'on appelle communément le bâton et la carotte. C'est vraiment soit frapper, donc la peur, soit frapper au bâton, ça c'est la peur, soit la carotte, et ça c'est l'argent, par exemple. En fait, ces leviers, encore une fois, c'est des trucs court terme, c'est des trucs qui vont fonctionner sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans, 5 ans, mais sur le long terme, ça détruit la satisfaction, ça détruit le bonheur. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se sentent malheureux au travail, parce qu'ils ont toujours fonctionné grâce à ces motivations-là, ces motivations qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire des motivations qui viennent de l'extérieur. C'est des personnes qui nous imposent cette motivation. Les personnes vraiment heureuses, ce sont des personnes qui ont réussi à construire une motivation intrinsèque. Ce qui fait qu'on se lève chaque matin avec envie, c'est plusieurs choses. Ce qui fait qu'on réussit à se créer cette motivation intrinsèque, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est l'autonomie. Les gens heureux, par nature, sont des personnes qui se sentent autonomes. Ce sont des personnes qui sentent qu'ils peuvent choisir ce qu'on fait et comment ils le font. La deuxième chose qui participe au bonheur des gens qui ont une grosse motivation intrinsèque, c'est la maîtrise. C'est-à-dire le plaisir de maîtriser sa progression et de s'améliorer continuellement. La troisième chose, c'est le sens, c'est-à-dire la conviction de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Donc en fait, tu as ces trois critères qui participent à créer une motivation intrinsèque et qui font que tu vas être motivé et heureux sur le long terme, pas sur le court terme. Donc si tu te sens autonome, si tu te sens que tu es en maîtrise et si tu sens que tu as du sens dans le projet auquel tu participes ou que tu as créé toi-même. Donc en gros, en général, tu manques pas de discipline, tu manques d'un pourquoi qui est clair. Tu sais pas pourquoi tu fais les choses. On t'impose des choses, tu bosses parce que tu as peur de perdre ton travail, tu bosses parce que tu as envie d'avoir une paye, mais tu t'es jamais questionné sur pourquoi tu le fais. Pourquoi tu t'intègres à tel ou tel projet. Pourquoi ça fait sens pour toi de faire telle chose. Et encore une fois, tu construis une vie beaucoup plus intentionnelle, et en étant plus intentionnel, tu es plus motivé et donc plus heureux. Donc, en pratique, avant de chercher la motivation, demande-toi, est-ce que ce que je fais, ça me donne de l'autonomie, de la maîtrise ou du sens? Si la réponse à ces trois questions est non, c'est normal que tu sois démotivé. Si tu es dans un job aujourd'hui où tu n'as absolument aucune autonomie, tu as l'impression que tu progresses pas et t'as pas, enfin, une entreprise qui te donne beaucoup de sens, c'est pas une entreprise qui fait partie de tes valeurs, c'est normal que tu sois démotivé au-delà des menaces de ton boss ou de la paye en fin de mois. Donc, t'as pas besoin de volonté, tu as besoin de plus de sens. Tu as besoin de trouver une motivation intrinsèque. Ce livre-là, je l'avais adoré à l'époque parce qu'il m'avait fait remettre beaucoup en question la raison pour laquelle je faisais les choses. Et encore aujourd'hui, c'est un livre sur lequel j'aime bien revenir et c'est des principes sur lesquels j'aime bien revenir parce que très souvent, même en connaissant les principes de ce livre, on peut tomber dans les travers de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire se motiver pour des choses qui ne fonctionnent que sur le court terme. Encore une fois, la peur ou l'appât du gain, le bâton et la carotte. Donc ça, c'est une motivation qui est utilisée en société depuis maintenant des années. Ça fonctionne, ça fonctionne entre guillemets à échelle globale, mais à échelle individuelle, beaucoup de personnes manquent de sens parce que plus motivés, donc malheureux. Quatrième livre, c'est un livre qui s'appelle Thinking in Bets, donc littéralement réfléchir en faisant des paris. Et c'est un livre sur la prise de décision que j'ai beaucoup aimé parce qu'historiquement, je suis un gars assez hésitant. Je réfléchis beaucoup avant de prendre des décisions. Quelque chose que j'ai beaucoup changé avec le temps, notamment grâce à ce livre.
en apprenant qu'une bonne décision, elle peut donner un mauvais résultat et vice versa. Une mauvaise décision, elle peut donner un bon résultat. Par exemple, si demain, tu prends ta voiture à 2 heures du mat, ivre-mort, et que tu fonces à 180 sur l'autoroute, et que tu arrives à destination et que tu n'as pas fait d'accident, ça ne veut pas dire que c'était une bonne décision de prendre la voiture ivre-mort. A priori, c'est une mauvaise décision, parce que statistiquement, tu as plus de chances d'avoir un accident. Et elle parle d'un concept qui s'appelle le resulting. Et le resulting, c'est en fait, en gros, toujours prendre le résultat et dire que parce que le résultat est bon, bah, la décision était bonne. Et vice-versa, parce que le résultat est mauvais, bah, la décision était mauvaise. Ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, parce que l'un n'est pas forcément lié à l'autre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mes projets. J'ai une vie qui est assez, on va dire, imprévisible, parce que je lance des choses sans savoir si ça va fonctionner ou pas. Je lance des accompagnements, des formations, je crée du contenu, je fais beaucoup de choses qui peuvent échouer potentiellement. Et pendant longtemps, quand quelque chose échouait, je m'auto-flagellais en me disant que j'étais le seul responsable de ce résultat. Alors qu'en réalité, pas forcément. Et quand tu commences à te dire que une bonne décision peut lier à un mauvais résultat, ça te permet de mieux analyser tes décisions. Par exemple, sur une vidéo YouTube, des fois, objectivement, tu avais fait un très bon titre, une très bonne miniature, et ta vidéo va pas fonctionner autant qu'elle aurait dû fonctionner. À l'époque, avant de lire ce livre, je me serais dit, le titre et la miniature n'étaient pas bons. Mais en fait, c'est pas forcément le raisonnement à avoir. Évidemment, c'est bien de se remettre en question, mais se dire que forcément la décision était mauvaise parce que le résultat est mauvais, ça te fait des fois faire des mauvais choix et analyser de manière, analyser rétroactivement des décisions en te disant que tu aurais dû faire autrement et donc modifier ce que tu fais par la suite et donc faire encore pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le truc de je prends l'autoroute ivre à 180 km/h, ça s'est bien passé donc je vais continuer. Et donc, si tu continues, bah, les chances d'avoir un accident, bah, elles augmentent à chaque fois que tu le fais. Pareil, si j'ai fait un excellent titre, une excellente miniature, mais j'ai un mauvais résultat, mais que la fois d'après, je change totalement, alors que objectivement c'était un bon titre et une bonne miniature, bah, je vais réavoir potentiellement un mauvais résultat. Statistiquement, c'est plus possible que j'ai un mauvais résultat. Donc je vais m'enfoncer dans ça parce que à la base, j'ai trop analysé mon résultat par rapport à ma décision. Annie Duke, dans son livre, elle fait beaucoup de parallèles entre le poker et les échecs. Elle dit que les échecs, c'est un jeu beaucoup plus rationnel que le poker. Le poker, tu vas jouer avec des informations incomplètes. Tu sais pas qui a quoi dans sa manche. Une personne beaucoup plus mauvaise qu'une autre en poker peut gagner. Alors qu'en échec, on voit beaucoup moins ça. C'est pour ça qu'il y a des Elo, des classements. On peut prévoir plusieurs coups d'avance, on peut apprendre des tactiques de jeu, etc. C'est un jeu où la rationalité est beaucoup plus présente que le poker. En poker, les meilleurs décideurs, ils cherchent pas forcément à avoir raison, ils cherchent à raisonner juste. Parce que tu peux prendre la meilleure décision possible et quand même échouer au poker. Et inversement, tu peux réussir grâce à la chance. Même si tu as pris une mauvaise décision. Le problème, c'est que la plupart des gens, ils jugent leur décision à l'envers en se disant « ça a marché, donc c'était bien ». Je me suis noté quelque chose, c'est ce que je viens de te dire. Le résultat ne prouve rien, seule la logique du choix compte. Il faut penser en probabilité, ça t'aide à mieux vivre avec l'incertitude, et tu deviens moins émotif et beaucoup plus stratégique quand tu commences à te dire que les conséquences ne sont pas forcément liées à tes décisions. C'est assez intéressant de ce que je t'ai dit là, ce que je viens de te dire, c'est la logique du choix. Seule la logique du choix compte. Et ça, tu pourras le voir dans le livre. Il y a une logique du bon choix. Il y a une manière de faire des bons choix avec, encore une fois, les informations qu'on a. Parce que des fois, on est dans l'incertitude. Mais il faut penser en probabilité. Encore une fois, quelle est la probabilité de mourir si tu prends l'autoroute à 180 ivre-mort? Elle est très élevée. Donc en gros, la meilleure manière de vivre avec l'incertitude, c'est d'avoir une bonne logique de choix. Avoir une bonne logique de choix, ça se travaille. Tout en ne sachant pas forcément si tu vas avoir à chaque fois raison, mais avoir une bonne logique de choix se travaille. Et réfléchir en probabilité, ça se travaille, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, encore une fois. Donc voilà. En pratique, avant de prendre une décision importante, demande-toi toujours, si je devais parier une somme d'argent sur ce choix, quelle probabilité je lui donnerais?
Et ça peut t'obliger à raisonner avec plus de lucidité et pas forcément en te disant, «Oui, oui, ça va marcher» parce que tu es biaisé, tu vois? Donc Annie Duke dit de se poser cette question: «Quelle probabilité je donnerais à ce choix si je devais miser de l'argent?» Idée à creuser, le succès, ce n'est pas avoir raison, c'est apprendre à bien raisonner. Plus tu vas bien raisonner, plus tu vas prendre des bonnes décisions, plus potentiellement tu auras des bons résultats. 5e livre, L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. Alors ça, c'est un livre, je pense que c'est un des livres qui, au moment où je l'ai lu, m'a le plus marqué. Pendant des années, je voulais faire une vidéo complète dessus. J'ai jamais fait une vidéo complète dessus parce que c'est un livre trop complet. J'ai envie que tout le monde aille le lire. Et en fait, ça traite énormément de choses. Je vais te donner quelques leçons dans cette vidéo. Mais c'est un livre qui traite de trop de choses pour être résumé en une seule vidéo. Une leçon principale de ce livre, c'est que le bonheur ne se cherche pas, il se construit dans l'harmonie entre la raison et les émotions. Alors, Jonathan Haidt, l'auteur de ce livre, part d'un postulat, c'est que ton esprit, il fonctionne comme un cavalier qui tente de guider un éléphant. Alors, cette métaphore du cavalier et de l'éléphant, elle est assez connue même avant lui, et elle va beaucoup revenir dans le livre, c'est que le cavalier, c'est ta raison, et l'éléphant, c'est tes émotions. Donc en permanence, ton esprit, c'est ta raison qui essaie de guider tes émotions, qui, a posteriori, essaie d'expliquer des choses par rapport à tes émotions, pour éviter toute dissonance cognitive. La plupart des gens, ils croient que le cavalier est aux commandes, donc la raison, elle est aux commandes. Mais en réalité, c'est souvent l'éléphant qui décide, c'est souvent tes émotions. La raison, elle essaie juste de justifier après coup. L'idée, c'est vraiment d'accepter ça, c'est d'accepter qu'on n'est pas guidé par notre raison, on n'est pas des êtres humains rationnels, on est des êtres humains émotionnels. Et on interprète toujours a posteriori nos émotions en se disant que notre raison est aux commandes. Le bonheur, c'est pas une émotion permanente, c'est pas quelque chose que tu peux toujours avoir, c'est un état d'équilibre. Et Jonathan Haidt, pour expliquer ça, se base sur énormément de choses, des études en neurologie, en psychologie. Il se base sur des philosophies anciennes comme le stoïcisme et le bouddhisme, qui avaient déjà à l'époque tout compris, notamment que c'est ton esprit qu'il faut discipliner, c'est pas le monde, c'est à toi de travailler à gérer tes perceptions et à gérer tes émotions par rapport à ce qui t'arrive dans la vie et au quotidien. En pratique, travaille à réaligner ton éléphant et ton cavalier. Tu peux apprendre à écouter ton corps et tes émotions, tu peux créer des rituels de calme comme la méditation, et surtout, évite les contradictions entre tes valeurs et ton quotidien. En d'autres termes, évite les contradictions entre ce que tu penses et ce que tu fais. Idée à creuser par rapport à ce livre, le bonheur n'est pas une destination, c'est une cohérence, c'est un chemin, c'est quelque chose que tu te crées, c'est quelque chose que tu crées grâce à ta perception des choses, grâce à plusieurs rituels, grâce à un mode de vie. Je t'invite à aller lire ce livre, ce n'est qu'un très bref résumé de ce qu'il y a dedans, mais vraiment, tu regretteras pas. 6e livre, Die with Zero de Bill Perkins, c'est un livre sur les finances personnelles, mais c'est pas exactement ce que tu crois. Là où beaucoup de livres sur les finances perso et beaucoup de conseils de finances perso, c'est mets le plus d'argent de côté, faut que tu économises tant de pourcents et que tu dépenses tant de pourcents, faut que tu t'enrichisses, etc. Bill Perkins, il prend un contre-pied par rapport à ça et il te dit que mourir avec de l'argent sur ton compte en banque, c'est un échec. Voilà, comme le nom du livre l'indique, mourir avec zéro, c'est vraiment ce qu'il veut dire par là. C'est dépense le plus possible ton argent pour ne rien regretter. Parce qu'en fait, quand tu dépenses pas, tu vas troquer une vie intense contre de la sécurité. Là où à l'inverse, tu pourrais dépenser intelligemment ton argent pour maximiser ton bonheur. Alors, tu vas dire: «Oui, mais du coup, ça pousse à la surconsommation, ça pousse à dépenser dans plein de choses et cetera et cetera». Non, à l'inverse, Bill Perkins, il y a un truc qu'il dit dans son livre et qui m'a beaucoup marqué, c'est un truc que je garde encore aujourd'hui dans mes prises de décision et dans mes réflexions, c'est les dividendes de souvenirs. En fait, il explique qu'au même titre que des investissements financiers, investir dans des souvenirs, investir du coup dans des expériences qui vont créer des souvenirs, ça paye des dividendes parce que à chaque fois que tu vas repenser à ce souvenir, tu vas ressentir du bonheur. Et plus tu vas vivre de souvenirs, plus tu vas pouvoir y repenser et être heureux. Et donc, les expériences rendent heureux. Tout simplement. En gros, à l'année, par exemple, tu vas faire un tour du monde. C'est l'année 0. Ce tour du monde-là, tu vas y repenser à l'année plus 1. Et donc, tu vas être heureux à chaque fois que tu vas y penser. Et à l'année plus 2, et à plus 3, plus 4, plus 5. Et en fait, à chaque fois que tu vas y repenser, ça va payer des dividendes. Et c'est du bonheur. À chaque fois que tu y repenses, c'est du bonheur. Sur ton lit de mort, quand tu repenseras à ce tour du monde et quand tu repenseras à toutes les autres expériences autres que le tour du monde, tu seras archi heureux.
Là où penser à un investissement financier, ça te rend pas forcément heureux. Pareil, il te dit que, chaque moment de ta vie a une fenêtre optimale pour faire des choses. Par exemple, faire un tour du monde à 25 ans et à 70 ans, c'est pas la même expérience. On passe notre temps à se dire: «Ce truc-là, je pourrais le faire plus tard. Ce truc-là, je le ferai quand j'aurai fini tel projet, telle tâche», mais en fait, il y a des périodes optimales pour faire des choses. Il faut pas tout le temps remettre les choses au lendemain. Plusieurs idées intéressantes. Comme je viens de te le dire, ton argent, il doit acheter des souvenirs. C'est pas forcément des chiffres sur un compte en banque que tu dois faire voir augmenter, augmenter, augmenter. Ça sert à rien. Deuxièmement, ton énergie, c'est un capital qui décroît. Ne la gaspille pas à attendre. Plus tu vieillis, moins tu as d'énergie et moins tu peux faire de choses. Donc, il y a encore une fois ce truc de fenêtre optimale, des choses que tu peux faire à un certain âge que tu peux pas faire ou que tu peux faire mais de manière moins optimale à un autre âge. Troisièmement, les regrets ne viennent pas de ce que tu rates, mais de ce que tu repousses. Donc arrête de repousser les choses, fais les choses, dépense ton argent, ne surconsomme pas évidemment, mais dépense dans les bonnes choses, dépense dans des expériences, ne cherche pas à être le plus riche du cimetière, ça ne sert à rien, surtout si tu es jeune et que tu as de l'énergie. Dépense dans des souvenirs, ça t'apportera beaucoup plus de choses, ça t'apportera de l'expérience, ça t'apportera des souvenirs, des connaissances, ça changera ta perception de la vie. Meurs avec zéro. C'est un livre que j'adore parce qu'il prend le contre-pied de beaucoup de livres de finances personnelles qu'on peut lire et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, tout simplement. Donc t'as pas envie de mourir riche, t'as envie de mourir vivant, paradoxalement. T'as envie de mourir en te sentant vivant, en sentant que t'as fait des choses, que t'as une vie pleine et que t'as kiffé, quoi. Donc voilà. Mourir avec zéro, c'est une idée que j'adore. C'est une idée que je développerai peut-être dans une autre vidéo un peu plus poussée parce qu'elle mérite d'être développée. Dans un monde où les gens ils cherchent toujours à mettre plus, 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 plus de côté, à toujours s'enrichir, je trouve qu'on manque quand même d'envoyer de l'énergie dans l'univers en dépensant notre argent et en vivant des choses, tout simplement. J'espère que ces livres t'ont plu, j'espère que ça t'aura donné envie de les lire. Si tu veux aller plus loin avec moi, promets-le en description pour prendre un appel pour un accompagnement sur de la création de contenu. La promesse, c'est qu'en 3 mois, tu puisses être libre grâce à la création de contenu et générer au moins 1 500 € par mois, même en partant de zéro. De 0 à 3 mois, tu auras réussi à créer un revenu et à être libre et intentionnel. Voilà, en support, tu peux lire ces livres-là qui te permettront de te développer personnellement. Je te dis à demain. Ciao, ciao.